Anne est née sous des cieux œnologiques merveilleux. Ah oui. 1959. Pour les amateurs de vin. Alors ceux qui sont nés en 60, pas de bol. Mais 59 et 61, c'est juste génial. Et à Dijon. Et en plus à Dijon, exactement, dans une belle région, quoi. Alors un peu de diplôme, il y a les mines, il y a Normal Sup, il y a un doctorat en sciences physiques, enfin des trucs qui vous échappent, notamment Cyril Roger. Et puis ton premier job, nous sommes en 1983, tu es chez Usinor. Tu faisais quoi chez Usinor au tout début? Ben, au tout début, je suis sur un laminoir. Comme je suis censée travailler sur l'informatisation, enfin finir l'informatisation du laminoir. Et je m'aperçois d'un truc très marrant, c'est que officiellement l'informatisation du laminoir à froid fonctionne 100% du temps, sauf qu'il fonctionne une demi-heure pendant que l'ingénieur est là, ingénieur moquette. Et les lamineurs disent faut arrêter les conneries là, dès qu'il a le dos tourné, allez hop, on remet notre système à nous. Voilà. Donc, et je suis devenue, alors au début, ils me considéraient comme une sorte de huronne, parce qu'une femme dans une usine interdite aux femmes, c'était quand même très très bizarre. Oui, enfin, c'est vrai qu'il y a de quoi, non? Il y a de quoi, je les comprends. Et très vite, je suis devenue leur mascotte, et ils voulaient absolument m'apprendre à laminer. Donc ça a été, voilà, j'ai appris à laminer. C'est pas très utile dans la vie quotidienne. Oui, c'est hein. vrai, enfin, à Noël. Alors après, donc, on t'a aperçu du côté du CEA, et puis après dans les sous-sols de l'Île-de-France. Bah oui, y a plein de sous-sols en Île-de-France. J'étais chargée de gérer à la fois les carrières sous Paris, très intéressant. À chaque fois que vous déposez un permis de construire dans une zone où il y a eu des carrières souterraines, ça passait par mon service. Et puis il y avait le pétrole, et puis il y avait les eaux souterraines, il y avait le gaz. Enfin, c'était très, très marrant. On a fait la sismique pour essayer de trouver du pétrole dans Paris. Je dois dire que moi, j'avais le trouillomètre à zéro parce que... Sous la Tour Eiffel. Ouais, alors j'avais très peur d'abord parce qu'il y avait Total et Elf qui se battaient, c'est-à-dire que c'était Elf qui avait la majeure partie de la ville de Paris en sismique, mais Total faisait passer des voitures systématiques Total devant Comme par hasard, quoi. voilà. Ouais. Je me disais ça va finir avec va y avoir des échauffourées. Et puis l'autre angoisse personnelle que j'avais, c'est que quand même on tapait sur des conduites de gaz qui n'étaient quand même pas forcément dans une forme olympique. Donc je me disais comment tout ça va se terminer. Et ça s'est très bien terminé. On n'a pas trouvé de pétrole sous Paris. Alors on n'a pas trouvé de pétrole sous Paris. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle du pétrole de schiste, c'est-à-dire à 2200 mètres sous Paris environ, nous avons des épaisseurs considérables de pétrole sous forme visqueuse, donc qu'il faudrait... Ouais, bon, simplifié, quoi. mais nous en avons énormément. Alors, 1990, ton boss s'appelle François Mitterrand. Oui. Alors, quel regard tu portes sur l'œuvre du président? Ben, j'admire beaucoup l'européen. Alors, je ne sais pas si c'est à la mode d'être européen, mais moi, je le suis resté. Enfin, je le suis et je le suis resté. Nous sommes deux, au moins. Voilà. C'est la période de la création de l'euro, l'union monétaire, Maastricht. Je garde le sentiment de quelqu'un de très... comment dirais-je? Il y avait le personnage public qui était réfrigérant, parfois. Très grave, très... Et puis, il y avait la personne privée, moi qui me manque à titre personnel, parce que c'était quelqu'un avec qui on pouvait, une fois que... Alors ça paraît très étonnant, moi j'avais 30 ans, lui en avait 77, 78. Moi je ne savais pas qu'on pouvait devenir ami avec quelqu'un qui n'était pas de sa génération. Ouais. J'avais une idée que l'amitié, c'était quelque chose qui vous accompagnait dans votre classe d'âge. Ben, c'est pas vrai. On est devenus amis et quelque part, moi c'est quelqu'un que j'aurais adoré discuter avec lui. Alors Emmanuel Macron, et alors En Marche, et alors droite-gauche, et alors les LR, enfin bon bref, et ben voilà. Et Anne Hidalgo, et voilà. Ouais. Alors, Anne Hidalgo, tu vas voter pour elle ou pas? Ah ben, on est entre nous là, c'est... Ben, je n'ai jamais été au Parti socialiste, j'ai jamais eu l'intention de l'être. Donc, comme avait dit François Mitterrand quand il m'a embauché, enfin, quand il m'a promu, quand il m'a embauché, j'ai eu aucune question. Quand il m'a promu, il m'a dit alors je lui ai rappelé que je n'étais pas au PS, que je n'avais pas l'intention d'y adhérer. Il m'a dit mais écoutez, moi j'ai une seule question. Est-ce que vous êtes systématiquement contre tout ce que je fais? J'ai dit non. Eh bien, il me dit, ça me suffit. Et la liberté qu'on avait en tant que conseiller, c'est ça qui était assez extraordinaire. Ouais. C'est que vraiment dire les choses, quoi. oui, et d'ailleurs, il me disait, vous êtes la version positive de Delors.
C'est-à-dire que, bon, vous n'êtes pas... hein, mais vous êtes plutôt... c'est vrai que j'avais un peu la démissionnite hein, quand je n'étais pas contente d'un truc. Moi, Ah, je dis, tu bon, vois, bah, je marrant. m'en vais. Non, 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 mais arrêtez. Bon, mais on pouvait tout lui dire, mais en privé. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas, devant une réunion de 15 personnes, dire, je ne suis pas d'accord, c'est nul, Et etc. encore pire devant une caméra. Bon. Ah bah, c'est éliminatoire, ça. Pour un politique, attendez, Ouais. c'est de la... Pas de blague là. Hein. Alain, enfin... 1995, Anne, changement de décor, banque d'affaires, Lazare. Alors, Ouais. toutes ces moquettes, ces grosses moquettes là, c'est sympa, non? Ah, pas du tout. Ah non. Alors, il n'y avait pas du tout de moquette chez Lazare. C'était au contraire, il y avait des trous dans la moquette. La moquette était extrêmement fine, il y avait des trous dans la moquette, et quand vous disiez d'un air un peu, bon, peut-être qu'on pourrait remettre une autre moquette, on vous disait non. François Michelin, quand il est venu visiter et qu'il a vu un trou dans la moquette, a dit, ben voilà un endroit où on sait économiser l'argent. Donc non, c'était pas de la moquette épaisse. Alors oui, Lazare d'aujourd'hui, il y a de la moquette épaisse, Ouais. une forme de trahison de l'esprit Ouais, initial. Monsieur Michelin. Alors, Voilà. 1997, Alcatel, c'est la période Alcatel. Ton meilleur souvenir et le pire, même si le deuxième, on peut l'imaginer. Le pire, le pire, c'est quand Serge Churuc s'est mis à lancer qu'il fallait être faiblesse. C'est d'autant plus étonnant qu'on avait fait tout un exercice interne pour expliquer les usines absolument indispensables du groupe. Alors ça, je dois dire que ce jour-là, j'ai été très mal parce que c'était moi qui étais en charge de ça. Donc là, j'étais très très mal. Le mieux, j'ai adoré, mais adoré, j'étais patronne de l'International et de toutes les activités périphériques. Alors, les activités périphériques, c'était Thales, c'était CGLEC, Alstom, tout ça, donc c'était pas mal quand même. Et puis j'étais chargée de l'International, et ce qui était extraordinaire à l'époque, c'est que vous arriviez dans un pays, je sais pas moi, le Venezuela, y a une voiture qui vous attendait à l'aéroport et on vous emmenait chez le président de la République. Direct. C'est-à-dire que Alcatel Télécom, à l'époque, c'était vraiment... C'était le le Google d'aujourd'hui. C'était le numéro 1 mondial des télécoms. On l'a oublié. C'est-à-dire ce qui est dramatique en 20 ans. Et c'est là où on s'aperçoit que construire, Ouais. c'est très long. Mais Détruire, c'est très rapide. Alors 2001, donc tu vas créer Areva. Aujourd'hui, on parle beaucoup de nucléaire là. Même hier soir sur LCI. Enfin, qu'est-ce qui se Même passe quoi? hier soir chez LCI. Ben oui, Non. beaucoup. Raconte-nous un peu ta vision des choses. Là. Tous ces gens un peu en vert qui veulent le supprimer sans le supprimer. Tous les autres, quoi. Les enjeux du nucléaire, selon Anne. Ouf, alors on va... Nous avons 3 heures. Nous avons 3 heures et beaucoup de vin devant nous, donc tout va bien. C'est les stocks. Alors d'ailleurs, on avait fait tout un travail avec la Bourgogne, la région Bourgogne, sur le vin et le nucléaire. Ah oui. Ouais, parce qu'on a plein de choses en commun. Arrêtez de boire, on va écouter la fin. La culture de l'excellence, l'ancrage des territoires, une vision forcément extraordinairement longue. On n'est pas dans le... Hein, on n'est pas des... Et puis une vision mondiale. C'est-à-dire qu'on est dans la qualité extrême mondialisée avec... voilà. Et on s'est aperçu que contrairement à ce que très souvent on dit, c'est qu'en France, oui, alors c'est terrible, on a une image du luxe, on a une image du vin, mais pas assez de la technologie. Mais tout ça, ça va ensemble. Tout ça, ça va ensemble. Donc ça, je suis vraiment persuadée du sujet. Alors le nucléaire. Pourquoi le nucléaire est de retour? Tout simplement pour 2 raisons principales. 3 raisons principales. Première raison, le prix de l'énergie. À chaque fois que le prix de l'énergie monte, c'est comme si les gens, d'ailleurs, bizarrement, avaient une forme de capacité d'oubli extraordinaire. Bon, à chaque fois que le prix de l'énergie monte, on dit finalement, avoir des énergies indépendantes du prix des fossiles, ça serait peut-être pas stupide. Et à ce moment-là, le nucléaire. Bon, premier point. Deuxième point, le nucléaire a été scandé par les accidents. Alors, il y a 3 accidents significatifs. Il y a 3 Mile Island, il y a Tchernobyl et il y a Fukushima. 3 Mile Island, c'est aux États-Unis, je le rappelle, pas de fuite. Et aujourd'hui, le réacteur s'est remis à fonctionner. Hein. Donc, on ne peut pas dire que ça a été... Tchernobyl, si je résume, on est entre nous après 3 verres, donc je vais résumer ça de manière très pratique.
Tchernobyl, c'est un réacteur installé dans un hypermarché. C'est-à-dire, en termes de les RBMK, rien n'était prévu pour éviter que ça sorte. C'était un peu plus qu'un hypermarché, mais pas beaucoup plus. Et puis Fukushima, le barrage, on ne le sait pas assez, les 15 000 morts n'ont bien sûr rien à voir avec le nucléaire, c'est le tsunami. Le tremblement de terre, les centrales, les réacteurs ont très bien résisté. Je le dis d'autant plus que c'est des réacteurs GE. Vive la concurrence. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Et des très vieux, 75. Et puis, c'est le tsunami. Il se trouve que le barrage qu'il y avait en face pour empêcher le tsunami de venir de la mer, il avait 4 mètres, pas assez haut, tout simplement. Anne, alors, aujourd'hui... troisième niveau, pourquoi le nucléaire revient, c'est la souveraineté. On redécouvre que d'avoir de l'énergie chez soi, c'est pas forcément absurde. Alors, on reste dans une ambiguïté, une hypocrisie totale sur les renouvelables. Moi, je suis très pro-renouvelable. Je suis très pro-éolien et photovoltaïque. Mais il y a 2 sujets. Un, ça ne marche quand il y a du soleil, mais ça ne marche quand il y a du vent. Or, il en faut beaucoup, quand même. Et on en veut tout le temps. Et on n'a pas de moyens de stockage d'électricité en grande quantité de manière économique. Et là-dessus, je dois dire que moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. On ne fait pas beaucoup de progrès. Il n'y a pas l'innovation géniale qui nous permettrait de le faire. Alors peut-être que les moteurs des voitures électriques en grande quantité vont nous permettre de le faire. On va voir. Ensuite, le deuxième défaut, et c'est là où on est dans une hypocrisie totale, c'est que tout le photovoltaïque vient de Chine, à 98%. Alors pour des gens qui prônent le local et qui prônent, le bilan carbone avec est moyen. Le bilan carbone, les métaux rares, et le fait que ce n'est pas très recyclable. Oui. Et puis idem pour les éoliennes. Les éoliennes ne sont pas françaises, elles sont très peu françaises, il y a quelques pales, c'est tout. Et tout le reste est importé, avec toute la problématique aussi du recyclage des éoliennes, qui n'est pas réglé, plus le problème des paysages, etc. Il y a plusieurs sujets. Donc les écolos, ils sont quand même un petit peu gênés. Alors, la dernière raison du retour du nucléaire, demain, c'est que ça ne fait pas de CO2. Ouais. Alors, ça n'a pas été inventé pour ne pas faire de CO2, mais ça n'en fait pas. Voilà. Alors, en même temps, le nucléaire, c'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour des pays stables, raisonnables, avec des gendarmes, autorités de sûreté forts. Bon, le problème, c'est que ça devient très compliqué de les construire en Europe. Si demain on a un président vert, ça va changer ou pas? Un président vert. Alors, vrai président vert, élu par des Français. Je vous recommande une série extraordinaire qui s'appelle Occupied. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vue. C'est une série norvégienne. Alors, la série norvégienne, ça commence avec un Premier ministre vert. Premier acte, il vient visiter ce qu'il appelle une usine au thorium, centrale nucléaire au thorium. Et il vient la visiter et il fait un discours où il dit maintenant, nous ferons du renouvelable et des centrales nucléaires et on arrête d'exporter du gaz et du pétrole. Alors après, il se passe plein de choses. Il faudra la regarder. Mais c'est le patron des Verts. Et ce qui est extraordinaire dans cette série, c'est que c'est présenté comme un acte militant vert. Et visiblement vu par les Norvégiens, ce discours est un acte militant vert. Alors j'espère que ça va s'étendre au reste de l'Europe. Anne, tu as également une activité de conseil et d'investissement. Tu investis dans pas mal de boîtes, donc tu es dans l'environnement, on va dire. Absolument, il y a une continuité totale avec Claire. Avec Claire. Et donc 2-3 noms de sociétés sur lesquelles tu es soit présidente, exécutive ou pas, et dans lesquelles je ne suis pas toujours présidente. Non, c'est pas du tout... Non, quelques trucs assez originaux. IB2. IB2. Qui connaît IB2? Personne. Précisons. C'est normal. C'est de l'industrie. Et l'industrie, ça transforme de la mauvaise bauxite en bonne bauxite. Alors, transformer de la bauxite en alumine, puis en aluminium, c'est le procédé Bayer. Ça a quasiment un siècle. On n'a pas fait de progrès. Et ça, c'est la technologie qui permet de transformer de la mauvaise bauxite, c'est-à-dire trop pleine de silice, pas assez riche, etc., en super bonne bauxite. Et on est en train de faire la première en Chine. Voilà, construction lancée
Un énorme enjeu chinois, parce qu'ils ont plein de bauxite de très mauvaise qualité. Et puis un enjeu global, donc très géostratégique, parce que l'aluminium, c'est le métal de référence pour l'immobilier et pour plein de choses. Deuxième société. Urban Loop. Alors Urban Loop, société très prometteuse, ça révolutionne les transports en commun, Alors, comment ça? des zones périurbaines et peut-être des zones rurales. Alors on a fait il y a 6 mois le record mondial du passager transporté le moins cher sans CO2. Ah, ça À mérite une Nancy, explication, oui. à Nancy, à Tomblaine. Donc c'est un système qui permet, grâce à l'intelligence artificielle, en capsule, de se transporter d'un point A à un point B dans un réseau complexe par 2 personnes. On met un vélo, on met des bagages, etc. Donc à 60 km/h. Donc plus de... Alors, on a 2 premiers sujets. Le premier, c'est Nancy, cœur de ville. C'est-à-dire comment les gens vont arriver sur des parkings, laisser leur voiture et arriver en cœur de ville. Et puis le deuxième, c'est les Jeux Olympiques, Saint-Quentin. Voilà. Beau tout ça, là. Et le Et là, tu troisième, as investi aussi là-dedans? ouais. Et le troisième, alors ça m'excite énormément. Je pense que c'est un immense avenir pour tout ce qui est la SNCF, c'est-à-dire les zones rurales de la SNCF. On sait combien de lignes ont été abandonnées et combien la SNCF a envie d'en abandonner d'autres parce qu'elles ne sont pas rentables. Mettre à la place, c'est très léger, c'est des capsules pour aller d'un endroit, d'une gare à une autre, à votre heure, et non plus les 3 trains ou les 3 TER qui existent par jour, Ouais, qu'on a loupé. à 60 km/h, c'est totalement révolutionnaire. Donc, Comment elle s'appelle cette boîte? Urban Loop. Pas les oublier. Alors, tu as été plein de fois citée comme étant parmi les femmes les plus influentes du monde, Et je voudrais blabla. citer Ipango aussi. Allons-y, J'adore. Ipango, Non, alors. mais je vais vous en Si, sortir Ipango, plein Ipango, alors. Ipango. Oui, Ipango. Ipango, c'est un nouveau distributeur alternatif d'électricité. Ça, c'était Ah oui. bien avec le reste. Oui. Je reste, voilà. Qui a développé alors, en B2B, profitable, une des 10 entreprises les plus en forte croissance selon BPI en Créé il y a France. longtemps? Créé il y a 3 ans. Donc, pleine ascension. On va faire 30-35 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et ça concerne les entreprises qui sont parmi nous. Hein. Voilà, alors ça, si vous voulez de la bonne électricité, Dans le venez chez micro. nous. Ouais. Venez chez nous pour la bonne électricité. Et puis, on a surtout un système d'autoconsommation qui est tout à fait spécifique, qui vous permet en fait de vous équiper. Alors, pour vous donner des références de clients, Château de Versailles, Région Grand Est, les aéroports de Paris, enfin pas des rigolos. Autoconsommation, c'est-à-dire comment faire des économies sur votre système avec du photovoltaïque, auto-branché, enfin bref, avec un système d'optimisation qui est spécifique de la Et maison. les particuliers, Anne, vont être concernés aussi ou pas? Ah non, on reste en B2B. 100% B2B, quoi. 100% B2B. B2C, c'est trop compliqué avec la législation C'est un autre française. métier, quoi. Ouais. Alors, influence. Et donc c'est plein de beaucoup moins fois- rentable parce que Oui. les particuliers changent tout le temps d'avis. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut arrêter d'être particulier. Hein. Alors, femme d'influence. Faut la laisser aux autres. Forbes, Time et compagnie. Quand on te voit comme ça te flatte? T'es heureuse ou t'es agacée? T'es comment? Le classement qui m'a fait le plus plaisir à titre personnel, ça a été celui de FT, où j'ai été parmi les personnes les mieux habillées du business. Tu n'as pas changé. Très sympa tes chaussettes. Oui. Et alors, j'étais très fière parce que je battais quand même Bernard Arnault, Madame Burberry, des tas de gens. Alors là, vraiment, moi, 3 francs 6 sous, donc j'étais quand même très, très contente. Non, sinon, tous ces classements, non, mon fils, pendant très longtemps, a pensé que ça voulait dire que maman était plus musclée que les autres. Donc c'était bien pour son image à lui. Bon, et alors, côté gastronomie et vin, ça on ne connaît pas forcément, mais Anne Vergent, tu adores bien manger, tu adores bien boire. Ah oui, j'adore. Ouais, Ah, ouais. je suis une buveuse récente. C'est-à-dire, pendant très longtemps, j'ai cru que le vin était pour les grands. Ouais. Et puis tu dis, tiens, j'ai 60 piges. Et moi, je me considérais pas comme grande, donc non, j'ai commencé très mal. D'ailleurs, je vais faire hérisser les. En tant que petite fille de vigneron, c'est d'autant plus scandaleux. J'ai commencé avec le Campari Orange Ah oui, tu partais de bas quand même. au hein. Japon, donc c'est grave. Ouais, Hein. ouais. Non, je m'y suis mis vers 40 ans et j'ai appris un peu. J'adore. Moi, j'ai une prédilection quand même pour tout ce qui est blanc, Oui. champagne et blanc. D'accord. Euh,
Puligny-Montrachet. Quand même, t'es très, très Bourgogne. Hein, Ah, je suis assez Ouais. bah, Bon, forcément. les Condrieux, on va hein, bosser un peu. Alors, si, Condrieu, j'adore. Ah ben voilà, ça tombe bien. À La famille Condrieu, Gaillard. Condrieu, j'adore parce que ce côté un peu plus sucré, un peu plus. Moi, je suis sensible à ça. Enfin, Tel de Rose. Sauterne. Alors, Et Sauterne, côté c'est un peu trop pour moi. gastronomie, là. Sauterne, un peu trop sucré. Donc, je préfère les choses entre les deux. Condrieu, j'ai découvert. Alors, je peux vous dire que vous exportez bien parce que j'ai découvert ça en Grande-Bretagne. Au bord de Vodafone, où le président adorait le Condrieu, donc il nous arrosait de Condrieu, Il y a pire comme et je arrosage, suis hein. devenue addict. Donc voilà. Et côté gastronomie ou plat, indépendamment du dernier dîner à la maison, qu'est-ce qui t'a laissé un bon Ah, moi, souvenir je de bouffe? suis une. Alors, c'est politiquement totalement non correct, les riz de veau. C'est très féminin, ça, les riz de veau, non? Pourquoi? Non, non, avec une bonne syrah, une bonne côte rôtie. Allez, question spontanée. Claire, une question à Anne, c'est une tradition. Et le micro est juste là. Et après, ça sera Francis Dagnan, notre futur invité d'honneur du 9 décembre pour nous parler des studios Harcourt. Alors, la question pour Anne, parce que j'ai expliqué que tout à l'heure, nous, dans notre profession, on travaillait beaucoup sur les sujets de parité et de diversité. Donc, dans ton secteur, ça n'a pas dû toujours être un sujet simple. Donc, comment tu l'as vécu et quelles sont les recommandations que tu aurais peut-être ou ce que tu vois changer sur ces sujets-là? Là, tu as 3 heures aussi. Hein. Alors, moi, je suis une militante très active parce que je pense, comme toi, que. Alors, je suis pas du tout convaincue que les femmes sont meilleures que les hommes, mais je suis convaincue qu'un système où il y a des femmes et des hommes, c'est une bonne idée. Et oui, je me suis toujours retrouvée dans un monde d'hommes, moi, je dois dire, et je me suis toujours battue pour y mettre des femmes. Alors, monde d'hommes, quand vous êtes en classe prépa, quand vous êtes dans un monde scientifique. Moi, je me suis aperçue à un moment donné que je disais, je commençais à accorder les adjectifs au masculin. C'est-à-dire qu'à force d'entendre parler masculin, vous finissez par... Du mimétisme, quoi. Du mimétisme, exactement. Non, je me suis toujours battue. Moi, je suis un membre fondateur du Women's Forum. Je reste actionnaire de ça. Et puis, je suis Tu étais au Havre l'an passé pour le forum des femmes. Voilà, avec Édouard Philippe. Qui était un ancien collaborateur. Je suis très fière chez Areva parce que les femmes se disaient ici, c'est possible, d'avoir réussi 35% d'embauche de femmes, cadres et ingénieurs. Ce qui n'est pas évident dans le... Voilà. Et aujourd'hui, je me suis battue aussi parce que j'ai retrouvé un monde de l'innovation très masculin. Très, très masculin. Chez Sigfox, je suis présidente, il y avait que des hommes. Et quand je leur ai dit que ce n'était pas possible, enfin qu'il fallait faire bouger les choses, ils sont tous éclatés de rire en disant « Mais on ne trouve que des hommes dans le monde de la tech, les geeks sont tous des hommes ». Écoutez, ok, maintenant... Ils t'ont vraiment dit ça? Non, tu plaisantes, t'as Bien sûr que interprété. si. Ils t'ont dit ça? Ah oui, le comité exécutif, aujourd'hui, il y a moitié hommes, moitié femmes. Puis ça marche, quoi. Ah, puis des femmes qui ne sont pas là pour remplir un quota. Hein. Ouais. Alors, Francis Dagnan, le président notamment des studios Harcourt, qu'est-ce qu'il en pense? Pas des femmes, hein, une question pour Anne. Non. Moi, j'ai une question. Pensez-vous que soit possible l'émergence de groupes qui se revendiquent énergéticiens, c'est-à-dire capables de développer des énergies qui ne soient pas fossiles ou qui fassent un chiffre d'affaires, en tout cas majoritaire, sur autre chose que l'énergie fossile? Est-ce que les énergéticiens existent véritablement autrement que par le titre qui s'autoproclame comme tel? Je pense que la situation des énergéticiens aujourd'hui est extraordinairement inconfortable. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Total dans la salle. Monsieur Pouyanné, il y en a qui est grand, on le voit de loin. Patrick Ouais. Patrick n'est pas là. Bon. Grand épicurien, on peut le pardonner un peu quand même. Hein. Grand épicurien. Total aujourd'hui, comment faire? Quand vous avez une vache à lait qui est le gaz et le pétrole, les renouvelables, ça paye beaucoup moins. Comment vous faites votre transition? C'est extraordinairement compliqué. Vous avez des investisseurs qui attendent des retours sur investissement. Vous avez des projets qui sont des projets à 30, 40, 50 ans. Quand vous investissez en Sibérie, vous ne pouvez pas dire « Tiens, j'ai investi 22 milliards de dollars, je m'arrête ». Donc, comment on fait? C'est très, très dur. Alors, les prix du gaz aujourd'hui qui ont... alors, c'est très amusant ce qu'on vient de vivre. Pourquoi les prix du gaz ont flambé?
C'est l'expression médiatique. Les prix du gaz ont flambé parce qu'il y a deux choses. D'une part, les prix du gaz en Asie, du fait de la reprise, ont énormément augmenté. Donc en Europe, ça a fait vase communicant. Et puis notre ami Vladimir s'est dit que c'était le bon moment pour serrer la vis. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à fermer le robinet. Or, à l'automne, tout le monde doit remplir ses réservoirs. Donc tout le monde a rempli ses réservoirs en Europe, 90% moyenne européenne, 95% moyenne française, à un prix qui s'est fait entre 100 et 200 euros le mégawatt. Un truc énorme. Bon. Résultat concret. Qui est-ce qui va s'en sortir de ça? Ceux qui sont intégrés verticalement, c'est-à-dire ceux qui sont producteurs de gaz et qui vont jusqu'à la vente. Ceux qui n'ont que la distribution et la vente. Je prends Engie. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, parce qu'ils ont des couvertures. Oui, mais enfin, les couvertures, ça dure le temps que durent les couvertures. Alors Poutine, qu'est-ce qu'il a fait? Quand tous les réservoirs ont été pleins, il a rouvert le système. Alors les prix ont légèrement baissé. Et il se dit, les Européens, ils sont oublieux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer à autre chose. Les prix, je les maintiens quand même hauts. Comme ça, je rentre des devises. Mais ils vont oublier. Et puis bon, la dépendance va rester la même. Et puis, on est dans un système européen qui est très, très particulier, je le rappelle. Et c'est le gros problème de notre industrie. Le prix de l'électricité en France et en Europe, c'est une équation assez simple. C'est 2 fois le prix du gaz plus 1/3 du prix du CO2. Ce n'est pas exactement vrai, mais c'est à peu près ça. C'est 2 fois le prix du gaz. Vous prenez la France. Le gaz, c'est 7% de notre consommation. Et pourtant, le prix de notre électricité, 7% de consommation pour faire de l'électricité. Et pourtant, le prix de notre électricité, ça va être le prix du gaz, 2 fois le prix du gaz, plus 1/3 du prix du CO2. Alors, tout le monde se réjouit que le CO2 ait enfin un prix, ouais, sauf ceux qui payent l'électricité, et 2 fois le prix du gaz. Alors, d'abord, comment vous expliquez ça aux Français? Faut un peu de temps. Alain, Ouais, les boulots. il faut se lever de bonne heure, parce que là, ils vous disent, mais attendez, on a du nucléaire. Le nucléaire, on dit que c'est 40, 42 euros le mégawattheure. Et là, vous nous dites c'est 200. Mais on ne comprend pas. Et vous nous dites c'est le prix du gaz, alors que c'est 7%. Alors, Bruno Le Maire a essayé d'expliquer ça. Pas compris. Michel-Édouard Leclerc Pas a essayé compris. d'expliquer ça. Ça passe pas. Et c'est vrai que c'est un énorme problème. Alors, Bruno Le Maire est en train de dire il faut changer la règle du jeu en Europe. Sauf que les Allemands, les Belges, tous les pays nordiques lui disent fume, c'est du belge, on continue comme c'est. Donc, on est aujourd'hui dans une situation qui est devenue incompréhensible pour les Français, incompréhensible, et qui fait que le prix de l'électricité ou le prix du gaz sont devenus extrêmement élevés en Europe avec toutes les conséquences pour les industriels. Je rappelle que dans le même temps, aux États-Unis, à combien est le million de BTU? Combien? $4. Oui, c'est une petite Alors, différence, ils se ouais. plaignent Ouais. parce qu'ils sont passés de 2 à $4. Oh, les pauvres, on va procéder à une petite quête. Oui. Donc, on a un vrai handicap qui est notre énergie et on a un vrai sujet qui est comment on va assurer alors, la souveraineté. Je ne sais pas si on peut dire une totale souveraineté, mais comment on va gérer ça sur le long terme. Et il ne faut pas qu'à chaque fois, à chaque saison, on se dise tiens, il y a un problème l'hiver. Il faudrait peut-être qu'on réfléchisse Sur les 4 saisons. les 20 ans qui viennent. Bon, elle devait être formidable, elle se bonifie avec le temps, elle est formidable, formidable. On l'applaudit très chaleureusement, Anne Lauvergeon.